24 août 2006. C'est le jour où, soutenu par Masami Kurumada, Shiori Teshirogi voit le premier chapitre de son manga prépublié dans le Weekly Shonen Champions. Son nom, Senseiya The Lost Canvas Meio chinois. Littéralement Senseiya The Lost Canvas, la légende de Hadès. Ce manga se voudrait être une espèce de prélude à la saga originale. Cependant, il s'agira d'un prélude non canon puisque 4 mois plus tôt, le papa et maître absolu de Senseiya sort une suite officielle à son manga, Senseiya Next Dimension, qui de par son intrigue de toute façon invalide complètement la timeline de The Lost Canvas. Et d'ailleurs, je suis assez surpris puisque à chaque fois que je précise que The Lost Canvas n'est pas canon, j'ai soit, comme je pense que ça devrait être le cas tout le temps quand on ignore quelque chose sur un sujet, un grand nombre de questions sur le pourquoi du comment, ou alors j'ai un florilège de pères de famille condescendants qui n'y connaissent rien et qui m'expliquent que je n'ai rien compris à l'œuvre, que je connais pas, que non, faudrait que je fasse mes recherches, etc. Mais bon, depuis le temps que je fais des vidéos sur Senseiya, je suis rodé de ce côté-là. Je pense que cette ignorance de la non-canosité de The Lost Canvas par rapport à Next Dimension vient du fait que Next Dimension, contrairement à The Lost Canvas, ne possède pas d'animé. On va pas se mentir, la popularité de The Lost Canvas est en partie due à son animé où, il faut se le dire, TMS a fait du très beau travail, en tout cas à mon avis. Et la deuxième est sûrement le dessin qui passe difficilement. En effet, dans la sphère francophone, j'ai l'impression que personne n'apprécie le trait de Kurumada, qui moi pourtant me plaît énormément parce que j'ai l'impression de mieux comprendre les émotions des personnages à travers celui-ci. En tout cas, même si Senseiya The Lost Canvas est fortement apprécié dans la sphère occidentale, il y a une critique que je vois souvent passer, que ce soit de personnes qui n'apprécient pas beaucoup The Lost Canvas et même de ceux qui l'apprécient, c'est que Tenma, le chevalier de bronze de Pégase de l'œuvre, serait mal développé ou pire, que son développeur serait quasi inexistant. Et pour le coup, je dois avouer que je ne comprends mais alors là pas du tout cette critique. En tout cas, je ne suis pas du tout d'accord avec et c'est de ça que l'on va parler dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée par le jeu Senseiya Legend of Justice. Alors Senseiya Legend of Justice, c'est un nouveau jeu Senseiya qui va sortir le 12 juillet, donc c'est super récent. Le jeu sera normalement assez fidèle au manga, que ce soit dans le mode histoire ou même dans les combats. Et vous savez que le manga diffère beaucoup de l'anime. Mais surtout, il sera aussi très fidèle dans les techniques utilisées. Vous pourrez donc utiliser le mythique Pegasus Ryuseiken ou les météores de Pégase ou encore le Galaxian Explosion du très grand Saga. De plus, le jeu a été réalisé sous la supervision du maître Masami Kurumada et on aura donc peut-être droit à quelques surprises. Faut aussi savoir que c'est le premier jeu Senseiya qui se joue à la verticale, ce qui signifie qu'il y aura peut-être une meilleure maniabilité par rapport à d'autres jeux. Et aussi, vous pourrez y jouer n'importe où, n'importe quand, à condition d'avoir une connexion internet. Vous pourrez donc aussi retrouver les 5 chevaliers de bronze dans la saga mythique des 12 maisons, puisque c'est l'arc qui a été annoncé pour débuter le jeu. Mais bon, en même temps, c'est normal, vous me direz. Et tout ça en faisant des combats en équipe. Et d'ailleurs, petit bonus, si vous vous connectez 2 jours de suite, le second jour, vous aurez peut-être la chance d'avoir Mu en cadeau. Et le 8e jour, vous pourrez peut-être avoir Ayolia, le chevalier du lion. Si le jeu vous intéresse, il est totalement gratuit à télécharger. Il suffit de cliquer sur le lien en description qui vous redirigera vers votre store indépendamment de si vous êtes sur iOS ou Android. J'espère que ce jeu vous plaira et un grand merci à Senseiya Legend of Justice d'avoir sponsorisé la vidéo. Alors, il s'agit d'une vidéo assez simple, mais c'est un sujet que je voulais quand même aborder depuis un moment. Et bien sûr, on respecte l'avis de tout le monde, je ne détiens pas la vérité absolue. Cependant, je pense que mon avis pourrait intéresser et les arguments que je donne vont dans le sens que je veux défendre. Et dans cette vidéo, on va parler du personnage de Tenma, certes, mais on va aussi beaucoup parler du développement général dans The Lost Canvas et particulièrement celui des Gold. Et avant de commencer, je t'invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, particulièrement Twitter et Twitch aussi si t'aimes bien les lives. Tous les liens sont en description. Sur ce, Ohayomina, c'est Hiro et aujourd'hui, on parle du développement de Tenma de Pégase. この先多くの重圧があの少年に降りかかるのかと思えば厳しい道よな天馬 Avant d'aller plus loin, j'aimerais mettre quelques petites choses au clair. Il faut arrêter avec cette rumeur qui dirait que, soi-disant, Masami Kurumada serait pris d'une jalousie soudaine et aurait donc décidé
de faire arrêter la diffusion de Senseiya The Lost Canvas pour favoriser Next Dimension. Ça n'a vraiment zéro sens. Premièrement, il faut savoir qu'à plusieurs reprises, Teshirogi a expliqué, que ce soit en interview ou dans son manga, que Kurumada l'avait soutenu dans son aventure. Il n'y a qu'à voir la préface du dernier tome de The Lost Canvas. Elle est vraiment reconnaissante envers Kurumada. De plus, Kurumada semble plutôt apprécier les univers parallèles créés par les différents auteurs. Il y a Teshirogi mais également Megumi Oda pour Senseiya épisode G. Et même quand il s'agit de personnes étrangères comme Jiro Malkier par exemple, il est toujours prêt à aider et surtout il est heureux que son œuvre rassemble encore des fans de tout âge. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur la nouvelle bande dessinée de Jiro Malkier qui est Senseiya Odyssey, je vous invite à aller voir l'interview faite par Juan de la chaîne Universia. J'espère que j'ai pas écorché ton nom. De plus, il faut aussi se rendre compte que le succès de The Lost Canvas est une aubaine pour Kurumada. Ça permet à toute une nouvelle génération de découvrir l'univers de Senseiya et comme je l'ai dit, c'est bénéf pour lui. Surtout quand tu sais que l'anime de Senseiya est quand même assez vieux et même pour un fan aguerri comme moi, je vous assure que c'est beaucoup plus agréable de lire le manga papier. Donc The Lost Canvas, l'anime en tout cas, est une excellente bouffée d'air. Bref, la seule chose dont on est sûr, c'est que l'arrêt de l'anime est dû à la mauvaise vente des Blu-ray. Donc, pour revenir dans le vif du sujet, la critique qui est principalement faite à Senseiya The Lost Canvas, c'est le délaissage principal pour mettre en avant d'autres persos comme les Gold Saints. Et en soi, cette affirmation n'est pas spécialement fausse. C'est vrai que si on compare avec les Gold de l'œuvre originale, les Chevaliers d'Or ont une place beaucoup plus marquante et symbolique dans The Lost Canvas. Déjà par le fait que dans le manga, ils ont chacun leur moment de gloire et en plus de ça, ils ont chacun une facette de leur personnalité qui est exploitée dans les Senseiya Chronicles. Et pour être totalement honnête, le seul défaut à mes yeux au niveau des Gold de The Lost Canvas, c'est la ressemblance physique avec les Gold du 20e siècle dans la série originale. C'est beaucoup trop ressemblant. Oui, parce que Aspros en fait c'est Saga encore plus méchant, Cardia c'est Milio en plus sadique, Degel c'est Camus avec des lunettes et des cheveux verts, et on a même où c'est des copies parfaites au niveau du chara design, genre Asmita et Shaka ou Manigoldo et Deathmask, etc., etc. Sauf que en réalité, ce n'est pas si dérangeant. Ce n'est pas si dérangeant parce que dans le fond, c'est-à-dire dans l'écriture, ils sont souvent différents de leur alter ego de la version originale. Attention, ils ne changent pas forcément du tout au tout, mais ils ont des nuances et des nuances qui sont remarquables. Par exemple, Asmita et Shaka sont assez proches, hommes plus proches des dieux, sagesse, bon, voilà. Mais comme je l'ai montré dans la vidéo sur les seins de la Vierge, je vous invite à aller voir après celle-ci, dans le fond, ils ont des nuances et pas mal de nuances. Shaka, dans le manga original, est quelqu'un qui est sûr de ses actions. Il a trouvé sa vérité après de grandes discussions avec Bouddha. Et même si une fois Ikki fera germer le doute en lui, il changera de camp tout en restant sûr de la vérité qu'il avait déjà trouvée. Asmita, c'est le contraire. Tout le développement de cet homme réside dans le fait qu'il cherche la vérité. La vérité sur la vie, la vérité sur la mort et la vérité sur le monde. Que ce soit dans son Chronicles ou dans le manga de Teshirogi, tout est fait pour qu'il trouve la vérité et dès qu'il a trouvé cette vérité, qui est sa vérité, il est décédé. Pourquoi ? Parce que son développement, qui réside dans la recherche de cette vérité, est fini. Bref, j'avais déjà abordé le sujet plus en profondeur dans ma vidéo sur les seins de la Vierge, donc vous pouvez aller la voir, encore une fois, je vous la mets en annotation. Vous voyez donc que bien qu'étant similaires, Asmita et Shaka sont quand même différents, et ce, malgré leur ressemblance physique qui est plus que frappante, j'ai envie de dire. Et il faut savoir que c'est plutôt dur de faire des seins de même constellation avec des philosophies différentes. Parce que dans Senseiya, entre les seins de même constellation, il y a une espèce de continuité au fil des générations. La Vierge sera tout le temps le sein le plus proche des dieux. La Balance sera toujours celui qui doit maintenir l'équilibre. Et en général, la tradition, par exemple, voudra que le Sagittaire soit toujours l'exemplarité, celui qui guide les autres chevaliers. Le Capricorne, celui qui est toujours le plus dévoué, ou encore le Cancer qui flirte tout le temps avec le monde des morts. Et la force de Teshirogi, selon moi, c'est d'avoir réussi, malgré ses contraintes, à faire quelque chose de ressemblant et cohérent, mais surtout à faire quelque chose de différent. Alors bien sûr, c'est plus simple vu que les Gold n'ont pas été très développés dans l'œuvre de base, mais elle a su exploiter ça correctement. C'est un exemple que je prends souvent, mais par exemple, dans DBS, il y a plein de pistes qui n'ont pas été exploitées dans Dragon Ball de base, mais Toyotaro n'a pas jugé bon de les exploiter. Par exemple, Goten et Trunks, voilà, on n'est pas forcément plus avancé qu'à la fin de Dragon Ball. Au passage, Kurumada, avec Next Dimension, nous montre que lui aussi, il en est capable, et parfois en coupant avec ce qui a déjà été fait. Par exemple, la constellation du Sagittaire a toujours été connue pour l'exemplarité, que ce soit à travers Aiolos, Seiya ou encore même Sisyphe. Sauf que dans Next Dimension, Kurumada décide de couper avec ces traditions qu'il a lui-même instaurées en créant Gestalt, un saint du Sagittaire sans pitié et sans principe. Je pense que la plupart des lecteurs ont été assez choqués de ces différences, et pas que les lecteurs d'ailleurs, vu que les personnages de l'œuvre eux-mêmes l'ont été.
Hyoga, par exemple, est très étonné du comportement de Gestalt qui n'a rien à voir avec son frère de sang Seiya. Sinon, pour revenir à Tenma, on va repasser à son écriture et à son développement. Tenma, c'est un petit garçon d'Italie qui a été recueilli par Doko, le chevalier d'or de la balance. Sauf que depuis tout petit, il est orphelin. Sa seule famille, c'est les habitants du village et particulièrement son ami Alone. Et il a déjà perdu un membre de sa famille à ce moment-là. Sa maman Partita, sur qui on va revenir tout à l'heure. Et il ne veut plus en perdre un autre. Et en plus, depuis tout petit, il sent cet univers grandir en lui. Cette puissance cosmique qui l'a fait exploser pour détruire un barrage. C'est cette puissance, Doko de la balance lui dit qu'il peut lui apprendre à la contrôler. Voilà comment il a décidé de suivre Doko et de devenir un saint. Il a décidé pour protéger ce qui lui reste d'amis et ce qui lui reste de famille. Cependant, quand il a enfin pu atteindre son but, c'est-à-dire devenir chevalier, il se rendit compte que tout ce pourquoi il s'était battu pendant 2 ans, aujourd'hui, n'existe plus. Son village embrasé, ses amis décimés. Et cerise sur le gâteau, le seul rescapé n'est nul autre que l'auteur de tous ces crimes, son ami Alone, qui en réalité est Hadès, le seigneur des enfers. Ce même Hadès de qui on lui a dit les pires horreurs pendant 2 ans. Sauf que lui, il connaît Alone, il a grandi avec lui et il sait que c'est le garçon le plus gentil au monde. Ce n'est pas le monstre qu'on lui a décrit, celui qui fait souffrir femmes et enfants et celui qui sème la mort partout. C'est de là que naît un premier sentiment, l'incompréhension. Pourquoi? Pourquoi son ami? Pourquoi Alone? Et tout au long de son périple dans le Mekai, Tenma sera animé de cette incompréhension tout en gardant sa détermination. Oui, Tenma est moins présent que Seiya dans son œuvre, ça c'est vrai et c'est indéniable. Mais le propos de l'œuvre, c'est Tenma. Le propos de The Lost Canvas, c'est la relation que Tenma entretient avec Alone et Sasha. C'est le fait qu'il soit ami avec Alone alors que de par sa nature de chevalier, il devrait le détester. Le fait qu'il soit ami avec Sasha, qui est Athéna, et que ces 3 personnages soient aussi intimement liés. C'est pour ça qu'à chaque fois, ce lien est remis sur la table. Parfois à travers des symboliques, comme le bracelet de fer par exemple, ou encore à travers des faits concrets. Quand Doko pense que Tenma est la clé à cause de son lien avec Alone, ou quand Pandore et les dieux jumeaux veulent le faire tuer à cause de ce même lien, etc. etc. D'ailleurs, c'est ces relations qu'il entretient avec ses divinités, particulièrement Hadès, qui vont faire évoluer son incompréhension en doute. Et ça le rend différent de Seiya. Dans la série originale, Seiya ne doute pas, en tout cas il doute très peu. Il est convaincu de ses idées et continue toujours d'avancer sans regarder derrière. Il est surdéterminé. Même quand il change d'avis, comme la vision qu'il avait de Saori, il ne revient pas en arrière. Il marche vers son but. Il ne fait qu'avancer tout droit. Seiya est un héros très manichéen. Et au passage, c'est pas du tout une critique. Au contraire, c'est ce manichéisme qui permet de transmettre la détermination de Seiya et de ses frères aux spectateurs. Mais bon, j'ai déjà abordé ce sujet dans ma vidéo dédiée au chevalier de Pégase, donc vous pourrez aussi aller la voir si ça vous intéresse. Et même par rapport au Gold justement, on dit que Tenma a été délaissé pour leur faire de la place, etc., etc. Mais je ne trouve absolument pas. La première partie du manga, du début jusqu'à l'attaque de Hadès sur le sanctuaire, est quasiment consacrée à Tenma et son développement. Alors oui, Rasgado, Asmita et Abalfika font leur introduction, mais Tenma est toujours au centre. Et bien au centre même. Après, il y a l'arc de l'attaque du château de Hadès, et là on a Elsie de Manigodo qui s'illustre. Et Tenma, c'est vrai, est légèrement en retrait. Mais il est quand même présent, et il évolue dans cet arc, notamment à travers la mort de Manigoldo et de Elcide, mais surtout à travers la mort présumée de Doko. Alors oui, après ça, il disparaît vu qu'il va s'entraîner, et c'est Cardia et Dégel qui en profitent pendant un bon moment. Mais après, il revient pour l'assaut final, et là encore une fois, malgré certains autres personnages mis en avant, comme Regulus ou Shion par exemple, Tenma est au centre. Et il est au centre à travers les révélations chocs sur sa mère et son père, et plus tard par rapport au combat final. Mais justement, attardons-nous un peu sur sa mère et son père. Il y a quelque chose qui change drastiquement pour Tenma à ce moment-là. Il apprend que son père n'est nul autre que Yoma de Méphistophélès, un spectre. Mais le pire, c'est qu'il apprend qu'en vrai, tout ce qu'il a vécu, tous ses tourments sont liés à son géniteur. Il s'est servi de lui et de ses amis comme de vulgaires jouets qu'il utilisait pour sa pièce de théâtre. Il apprend qu'il a été enfanté dans le seul but d'être utilisé comme une arme pour tuer les dieux de l'Olympe. Et pour couronner le tout, son père l'oblige à se battre contre la seule personne sur qui il ne pourra jamais lever la main, sa mère, celle qui l'a porté pendant 9 mois. C'est ça le pire pour ces 3 enfants. Ils sont pris dans un enjeu qui les dépasse. 3 enfants qui passaient leur journée à s'amuser et à rire sont venus par des caprices du destin à devoir s'entretuer. Tout ce que voulait Tenma, c'est vivre aux côtés de ceux qu'il aime,
Mais à cause de son père, il est devenu un déici, un tueur de dieux. Sacha ne voulait que protéger son frère et être heureuse avec lui. Mais le destin a fait d'elle une déesse avec toutes les responsabilités qui vont avec. Et le destin a fait d'elle l'ennemi juré de son grand frère adoré. Idem pour Alone qui voulait juste retransmettre la vie dans ses œuvres. Mais au final, il deviendra la manifestation même de la mort. Mais il faut quand même noter que les 3 enfants ont pu s'affranchir de leurs conditions extra-humaines pour redevenir des humains et mourir ensemble en tant qu'humains et en tant qu'amis. Hadès, Athéna et Pégase sont morts en tant que Alone, Sacha et Tenma. C'est ça la finalité du développement de Tenma. Le développement de Tenma consiste à trouver la réponse à ce dilemme qui le ronge et même parfois l'écriture des Gold a bénéficié à Tenma. Razgado a donné sa vie pour le protéger, lui prouvant qu'il croyait en lui. Un homme aussi déterminé et aussi fort s'est sacrifié pour un chevalier de bronze comme lui parce qu'il le trouvait spécial. Asmita a su voir dans le chevalier Pégase quelqu'un qui pourrait perpétuer son rêve, celui de se battre pour les plus faibles et de les protéger. Il a trouvé sa vérité en Athéna, mais également en Tenma. Il a vu dans ce jeune garçon un moyen de mettre fin à la souffrance sur Terre. Elcide lui a montré ce qu'était la détermination, se battre pour ses idées et mourir pour elles. Pour Manigoldo, c'est un petit peu plus spécial selon moi. Son lien avec Tenma réside plutôt dans le fait que ce sont des personnes très similaires. Manigoldo se reconnaît en Tenma et sûrement que le contraire est véridique. Voilà pourquoi son sacrifice aura un tel impact sur le chevalier Pégase. Même Aspros rentre un petit peu dans ce cas de figure. C'est vrai que Tenma et lui sont très peu liés en apparence, mais dans le fond, ils ont presque la même histoire. Tous les deux sont victimes de Kairos, le père de Tenma, et ça les rapproche. D'ailleurs, dès qu'il apprend ça, que Aspros a été manipulé et tout par Yoma, Tenma commence à considérer Aspros comme un des siens, et il le laisse s'occuper du reste. Et ça ne s'arrête pas au gold, hein. Les bronzes qui se sacrifient pour l'arche de Noé aussi confient leurs espoirs à Tenma. On voit donc que l'écriture et le développement des gold, pour certains en tout cas, sert au final au personnage de Tenma. En fait, pour moi, Technologie, avec Lost Canvas, elle a réussi 2 défis. Le premier, c'est d'arriver à exploiter ce que n'avait pas développé Kurumada, c'est-à-dire les gold. Le deuxième, c'est d'avoir réussi à faire un héros qui reste dans la ligne des Pégases, mais qui est différent de Seiya. Et comme j'ai dit, le caractère de Seiya est tellement marqué et marquant que réussir à créer quelque chose qui suit le même schéma tout en étant différent n'est pas aussi simple que l'on pense. Dans la série originale, on a 5 frères chevaliers victimes de leur constellation qui acceptent leur destin et qui finissent par faire de ce destin un choix, un lien et une force. Dans The Lost Canvas, on a aussi des enfants victimes de leur destin, mais puissance 1000, puisqu'il s'agit de divinités et de tueurs de divinités. En plus, les dénouements sont totalement différents et les développements aussi d'ailleurs. L'autre différence avec Seiya, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est que Tenma doute. Il se remet constamment en question, ce que ne fait presque pas Seiya. C'est surtout en ça que leur développement est différent. Quand il apprend la vérité sur Alone et qu'il va dans le Mekai, il doute. Après l'assaut du château d'Hadès et qu'il a vu 3 Gold saintes de mourir, particulièrement son maître Doko, même si celui-ci n'est pas encore mort, mais bon, à cette époque-là, on ne le savait pas, il doute. Quand il apprend la vérité sur le fait que son père l'a manipulé et qu'il est obligé de se battre contre sa mère, il doute. Et même au combat final, quand Alone utilise l'esprit de tous les enfants, etc. pour venir vers lui, Tenma doute. Le doute est constamment présent dans l'écriture du personnage de Tenma. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Pour finir, le but de ma vidéo, c'est pas de vous dire que tout est parfait dans The Lost Canvas. Certains vous diront par exemple que voilà, ils aiment pas ce qui a été fait de Regulus. Moi, encore une fois, et vous pourrez aller le voir dans ma vidéo consacrée à Regulus, je trouve qu'il y a une écriture aussi et il y a une raison qui se cache derrière la surpuissance de ce chevalier. Mais je peux comprendre aussi que d'autres personnes n'aiment pas. Aussi des petits défauts qui parfois ont été rattrapés par l'animé, notamment avec Razgado et ses flashbacks. Mais ça reste des petits défauts. Et pour moi, s'attarder sur ces petits défauts, c'est un peu du pinaillage, c'est chercher la petite bête. Et justement, critiquer le développement de Tenma, pour moi, c'est du pinaillage parce que dans sa globalité, il est très très bon. Déjà, c'est pas vrai que Tenma n'est pas présent dans l'œuvre, il est souvent présent, il est parti où il n'est pas, permettent d'enrichir grandement l'œuvre et accentuer la différence avec l'œuvre originale. Et surtout, de grâce, ne pas confondre présence et développement, c'est pas pareil. En plus, Tenma, il a les deux. Oui, il est moins présent que Seiya, et si vous attendez à avoir un Seiya avec Tenma, non, vous n'en aurez pas, mais il est quand même, et son écriture ainsi que son développement sont très bons. Et c'est pas une exception d'ailleurs dans le monde du shonen. Par exemple, dans Naruto, il y a une partie où le manga était plus concentré et consacré à Sasuke. Et Naruto, lui, était un petit peu plus en retrait.
Est-ce qu'on va dire que Naruto a un mauvais développement? Personne n'oserait dire ça, non. Et je n'en dirai pas beaucoup pour pas spoil, mais les fans de Hunter x Hunter qui sont à jour dans le manga comprennent aussi ce que je veux dire. Encore une fois, je n'ai pas la vérité absolue, ce n'est que mon avis que je donne. Voilà, je suis pas allé voir Teshirogi pour dire alors oui, est-ce que ça j'ai raison ou quoi. Mais je pense que j'expose ce que je dis avec des faits et pour moi ce que je dis est quand même assez cohérent. Voilà donc mon avis sur le développement de Tenma. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser le petit pouce bleu, le petit abonnement, si jamais vous n'êtes pas abonné. J'ai sorti une vidéo sur Manigoldo qui n'avait pas méga bien marché. Donc si jamais vous voulez un petit peu avoir mon avis sur le développement et le personnage de Manigoldo du cancer, je vous invite à du coup regarder ces vidéos. Je la mettrai en fin en annotation, donc juste rester jusqu'à la fin, elle sera en annotation ou plutôt en écran de fin, c'est comme ça qu'on dit. Je précise encore une fois que je n'ai pas la vérité absolue et que voilà, c'est mon avis. Je vous invite à donner le vôtre en commentaire pour que les gens puissent en débattre entre vous, avec moi peut-être. Il y a d'autres petites vidéos Sanseiya qui arrivent aussi. J'ai prévu un petit top, deux tops d'ailleurs. J'ai un top plus classique qui sera le top des 7 guerriers divins de Asgard et un autre top qui cette fois-ci qui sera un top spécial. Ce sera un top de toutes les divinités Senseiya, mais ce sera surtout une excuse pour pouvoir parler un petit peu de la vision des dieux dans Sanseiya, qui est une vision que je trouve vraiment super intéressante, que ce soit dans l'œuvre de The Canvas ou dans l'œuvre originale ou même dans Next Dimension. Et bien sûr, je remercie encore une fois Senseiya Legends of Justice pour avoir sponsorisé cette vidéo. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était